vous avez parlé un petit peu justement des... Non, 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 c'est bon, c'est plus à vous. Non, vous avez voilà, parlé des peintres. Euh, je vais donner la parole à Pierre Granger-Praderas, donc sur le volet artistique. L'idée voilà, aussi de cette soirée, c'est un petit peu de discuter de comment on peut mettre en perspective et créer des synergies entre les approches donc de préservation de la nature et de la culture. On a abordé brièvement, et c'est pour ça, Pierre, que je voudrais, voilà, que je voudrais vous laisser la parole. Pour vous, quel est le rôle de l'artiste, justement, un petit peu là-dedans, dans la médiation nature-culture? Quelle est votre place? Comment vous vous sentez par rapport à cela? Alors c'est assez compliqué parce que l'artiste, à mon sens, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui vient répondre à une question, à une problématique. C'est plutôt quelqu'un qui vient poser des questions et créer des problèmes. Donc, donc c'est jamais très évident de savoir où on va aller. En plus, comme je vous disais, hein, la manière dont on aborde le langage, nous, hein, c'est-à-dire qu'au départ, pour nous, tout est langage, enfin pour moi au moins, hein, j'ai des collègues qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais au départ, tout est langage, et il n'y a pas de symétrie dans le langage, dans le sens où, quand on prononce ici le mot nature, on a tous quelque chose de différent à l'esprit, et même dans 5 minutes, si je repose la question, on aura tous encore quelque chose de différent à l'esprit. Donc tout cela nous semble très très complexe. En plus, on a la tête dans le guidon, on est des praticiens au quotidien, donc on est tout le temps en pratique et on a énormément de mal à voir ce que peut donner, ce que peuvent provoquer les bouts de langage que nous proposons au public. C'est-à-dire qu'on a le boulot contraire en fait du publicitaire, qui lui va formater un bout de langage pour essayer à tout prix d'obtenir tel résultat sur les gens. Nous, on crée un bout de langage dont on espère justement qu'il ne va pas avoir un résultat précis, mais qui va permettre aux gens de faire autant d'interprétations que possible, créer autant d'interprètes que possible. Et dans cette problématique-là, même si on aime énormément la nature, moi je suis victime au quotidien, comme tous les apiculteurs, je vois mourir la moitié quasiment de mes abeilles tous les ans, de mes colonies d'abeilles tous les ans. Enfin, je veux dire, c'est plus que déchirant, quoi. Imaginez ceux qui ont des animaux domestiques, des chiens, des chats, si vous vous en voyiez mourir la moitié tous les ans, quoi. Ou si vous en avez qu'un qui meurt tous les 2 ans. Bon, voilà. Donc en plus, on a quand même vraiment l'envie de sensibiliser, etc. Mais on se rend compte il y a un problème mécanique aussi dans la représentation. Et là, c'est un problème de perspective, tout simplement. N'importe quel fait divers, en particulier s'il fait peur d'une manière ou d'une autre, va se retrouver, si vous voulez, représenté très proche de nous, comme si on le représentait, on le rapprochait de la caméra, là. Et plus il va être proche de la caméra, plus il va être dans cette immédiateté, plus il va occuper une partie importante du champ. Donc, derrière, on a bien une fin du monde annoncée à cause de la destruction de nos écosystèmes, et tout cela est très facilement masqué par n'importe quelle information qui est un peu plus violente et un peu plus proche en termes de temps ou en termes d'espace ou tout simplement en termes de télévision. Et c'est là que nous, on se bat quelque part un peu à armes inégales et en plus, on ne maîtrise absolument pas effectivement ce que les gens, la manière dont les gens vont recevoir les messages et comment ils vont les interpréter. Tout à l'heure, j'étais très d'accord avec le fait que effectivement le problème, il vient pas pour moi il ne vient pas en plus de sensibiliser les gens à la nature. Tout le monde aime la nature. D'ailleurs, tous les publicitaires l'ont bien compris. Dès qu'ils veulent vous vendre un truc, ils vous en montrent un bout. Hein, que ce soit un bout de nature humaine, un bout de nature verte, un bout de nature... bon, bref. Ça, à mon avis, le combat, il n'est pas forcément là. Il n'est pas forcément non plus en essayant de faire pression directement sur les 5% qui gagnent des sous en détruisant la nature. Ceux qui peuvent faire pression sur ces 5%, c'est les 95% qui leur achètent les trucs. Et ça, c'est nous. Effectivement.
Et peut-être que à force de faire des représentations comme on les fait nous, assez ouvertes, etc., il y aura petit à petit, parce que ça ne peut pas se passer trop vite, c'est long, je crois. Les imaginaires collectifs en particulier sont des écosystèmes absolument incroyables. Et ce sont des écosystèmes, si c'était des systèmes formels, ils seraient forcément complet et donc inconsistant. Ils sont pleins pour que ça puisse représenter vraiment les choses, un conte, il faut qu'il y ait des contradictions à l'intérieur entre les différentes versions du conte. C'est là que tout ça apparaît. Donc nous, on essaye de livrer tout ça, et ça, ça met beaucoup de temps, comme faire pousser un chêne, comme ce genre de choses. Ça met beaucoup de temps, je pense, à influer sur les imaginaires collectifs. Et peut-être que cet effet, petit à petit, fera que les gens feront des tout petits choix au quotidien qui sont des choix d'imaginaire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai encore croisé un énorme 4x4 en venant à pied, là, ici, qui avait, vous savez, des pneus taille basse. Donc là, on ne peut pas soupçonner que ce soit un 4x4 qui serve à aller sur les chemins avec de tels pneus, il ne peut pas. Donc, tant que dans les imaginaires collectifs, eh bien, c'est ça qui gagnera, eh bien, je pense que effectivement, on aura du mal à rétablir la situation, quoi, voilà. Après, il y a un autre volet qui est, à mon avis, essentiel, hein, c'est que, bon, si on fait actuellement le bilan de tout ce que l'on sait faire en termes d'énergie renouvelable pour essayer de ne plus abîmer la nature, on est encore très juste, on n'arriverait pas à couvrir tout à fait les besoins. Bon, je ne vais pas me lancer dans une vision idéaliste, idéale, je veux dire, de la technologie, et dire c'est la technologie qui va nous permettre de combattre tout ça. Mais en termes d'éducation, enfin, la technologie avance très vite quand même. En termes d'éducation, par contre, et de transmission, je trouve qu'on a de plus en plus de gens qui n'ont pas le minimum de culture scientifique, mais vraiment le minimum pour accrocher les wagons. Et ce sont tous ces gens qui ont l'impression d'arriver face à des discours, même face aux miens, et qui se disent « bon, je comprends rien, ils me gavent ». Et puis après tout, et ils tournent la tête, mais oui, et ils tournent la tête vers la solution de facilité et vers celui qui leur montre un bouc émissaire, vers ceux qui vont leur vendre quelque chose qui, bon, bref, voilà. Et Pierre, là, ça va être... Non, tu travailles justement avec l'informatique. Quand on parle de patrimoine, on parle aussi de tradition, etc. Donc là, voilà, on passe sur des objets qui sont beaucoup plus modernes. Comment tu utilises ça? Est-ce que vraiment c'est un objet qui te paraît pertinent pour avancer sur cette question ou... Alors l'objet au centre de l'informatique, c'est de l'écriture en fait, hein. L'informatique, ça n'est que des problèmes d'écriture, des questions d'écriture. C'est totalement imbriqué dans ce que je venais de dire justement, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a à peu près la même différence entre les gens qui savent lire et écrire du code et ceux qui ne savent pas, qu'au XIXe siècle, entre des gens qui savaient lire et tout simplement ceux qui ne savaient pas. Là, on a du mal à s'en rendre compte, mais aujourd'hui, même la déclaration d'impôt, enfin, elle passe par les ordinateurs, elle passe par l'informatique, elle passe par tout ça. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde devienne développeur et programmeur informatique, etc. Non, mais que tout le monde ait suffisamment de base pour se rendre compte que tel service qu'on nous propose gratuitement, c'est pas pour rien et ça peut avoir des effets très malsains. Toutes ces choses-là, à mon avis, sont très très importantes. Et il y a un mouvement qui ne se voit pas parce que ça passe pas à la télé, parce que ça gagne pas beaucoup de sous, parce que bon bref, voilà. C'est quand même ce mouvement des logiciels libres, où partout à travers le monde, il y a des gens qui écrivent du code qu'ils partagent librement et qu'ils mettent dans le domaine public. Vous avez peut-être entendu parler de Linux. Linux, c'est quoi? C'est 80% des ordinateurs qui permettent de faire tourner les internets. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas un seul service commercial là dans nos ordinateurs sur le web s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui avaient travaillé à développer tout ce bien commun. Et je pense qu'il en est exactement de même aujourd'hui pour la question
justement de la production aussi des cultures, pour tout simplement les gens qui développent la permaculture par exemple, ou des techniques alternatives, etc., etc., etc. Je pense qu'on a vraiment des points communs, et ce dont on manque peut-être le plus aujourd'hui pour se rendre compte qu'effectivement on a tous des points communs et qu'on a tous à y gagner, à se mettre ensemble, ce sont par contre des traducteurs. Parce que des gens qui sont dans ce milieu de l'informatique, ils ne vont pas avoir les mêmes mots, et surtout ils ne vont pas avoir le même imaginaire que les gens qui travaillent la terre. Ils vont pas avoir... Alors moi, j'ai la chance de venir d'un des milieux et d'être rentré dans l'autre. Je viens du milieu de ceux qui travaillent la terre, et je suis arrivé dans celui de ceux qui font ces codes informatiques, etc. Donc je me rends compte, et puis je suis en même temps dans le milieu de l'art, et puis dans le milieu de la technique et des sciences. Donc je me rends compte à quel point on manque de traducteurs, parce que ces gens, ils vont se rencontrer et ils vont pas réussir à travailler ensemble, ils vont repartir fâchés, alors qu'ils ont les mêmes intérêts en commun, voire même exactement les mêmes intentions. Voilà. Merci. Elke Roloff, vous avez accueilli effectivement Pierre Granger-Praderas là, en résidence d'artiste, et puisque le site naturel d'Abadia fait de l'animation, mais aussi met en place des programmes pour accueillir des artistes en résidence. Pouvez-vous nous dire un petit peu, rapidement parce que le temps passe, mais tout de même nous définir quels sont les objectifs de ce programme? J'aimerais bien que vous nous précisiez aussi le rôle de la médiation culturelle dans la connaissance et la valorisation de la biodiversité et du patrimoine, et aussi quelles sont vos attentes de l'artiste, de ce qu'il va faire et de ce qu'il est et de ce qu'il peut apporter. Donc bientôt on va fêter les 20 ans de résidence. Donc déjà un grand programme qu'on a développé depuis des années. Actuellement, c'est un programme qui essaie de répondre à plusieurs objectifs, autant dans l'éducation et autant aussi côté artistique et environnemental. On a donc une résidence qui est plus création, donc vraiment un temps dédié à la recherche et à la création, sans une attente d'un résultat. Donc la résidence où Pierre a participé. Ensuite, on a monté des projets de résidence de médiation, c'est-à-dire où on attend de l'artiste de travailler avec le public, avec un certain type de public. Là, par exemple, c'était un travail avec le lycée agricole, avec des classes du lycée agricole, et aussi avec un public dit sensible ou défavorisé. Donc voilà, c'est d'autres objectifs. On peut dire il y a vraiment un travail demandé avec le public et un travail presque de co-création, on peut dire. Ensuite, on a aussi là des résidences avec des partenariats régionaux par rapport à la Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi important, voilà, pour nous de travailler, d'exporter un petit peu notre territoire vers un autre territoire. Voilà, et puis on a aussi des projets avec des partenaires transfrontaliers. Donc ça, c'est par rapport à notre programme qui essaye de s'élargir et de répondre à plusieurs attentes et à plusieurs objectifs. D'accord. Et justement, enfin, vous, Elke, quel est votre rôle entre le grand public voilà. Et puis l'artiste? L'artiste n'est pas média. Exactement, oui. J'aimais bien que Pierre parle de ça. L'artiste n'est pas un médiateur. Alors, il y a des médiateurs culturels et environnementaux comme nous. Moi, je m'occupe avec ma collègue Aïn Sané de la médiation culturelle. Et on essaie de créer des cadres qui permettent aux artistes de rencontrer le public. Donc le cadre, ça peut être une rencontre conviviale, ou ça peut être une ouverture de l'atelier pour découvrir le processus de création. Donc on essaye plus de travailler sur la découverte d'une démarche artistique que la découverte d'un produit ou d'une œuvre finale. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et vous
travaillez en lien avec justement les médiateurs environnementaux, en tant que médiatrice Oui, culturelle, est-ce qu'il y a des projets oui, ça va de, communs? j'ai presque envie de dire ça va de soi parce que on est une équipe multidisciplinaire. Il y a aussi une gestion du site qui est très riche, c'est-à-dire on a des gardes qui travaillent, qui sont des gardes municipaux. L'équipe, elle est multidisciplinaire et évidemment on essaie de croiser les projets, on essaie de travailler la transversalité en fait. Et juste pour finir, justement, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a certaines difficultés? On disait Oui. il faut un peu des mots communs aussi pour se comprendre. Est-ce que vous, dans votre pratique, justement, avec le volet environnemental et le volet culturel, vous arrivez à travailler ensemble ou est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas forcément difficile. Il y a toujours j'aimais bien aussi l'intervention. Il y a d'abord un cadre aussi, c'est-à-dire on a une réglementation qui doit être respectée sur le site. Donc c'est à nous d'informer les artistes qui viennent pour que ça soit respecté. Et ensuite, on essaye d'impliquer aussi, de faire venir nos collègues pour qu'il y ait un contact direct. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des humains. Et le contact et se regrouper, parler ensemble, ça fait partie de la médiation. Et on s'échange avec les collègues. Et puis peut-être Pierre, il a participé à un projet justement sur les abeilles, un projet pédagogique qui a été mené par un de mes collègues, des ruches pédagogiques qui ont été installées sur le domaine. Et presque tout naturellement, j'ai envie de dire, il y a des choses qui se sont croisées là. Et Pierre qui est intervenu, il a travaillé avec le public, alors c'était pas du tout prévu au départ, mais voilà, c'était le contexte, il était favorable pour ça. Et on essaye justement de favoriser des projets où ces deux secteurs peuvent se rencontrer. C'est pas toujours évident, c'est clair, parce qu'on est tous préoccupés par nos soucis à nous, je dirais. Mais voilà, il faut créer des moments, et c'est à nous, c'est aux médiateurs de mettre ça en place. C'est pas à l'artiste, si l'artiste il arrive seul sur le domaine, oui, il peut, mais c'est pas forcément le cas. Donc il y a tout un travail de... Ça veut dire qu'outre le programme, il y a une réactivité, une adaptation par rapport à la personnalité de l'artiste. Vas-y, toi. Oui, j'ai envie de dire oui. C'est ce que nous a dit l'artiste d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Vous voulez qu'on avance? Vous voudriez avancer? Vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre? Non? Oui, je pense effectivement, je pense qu'elle en oublie beaucoup là, et leur travail. Mais c'est vrai que c'est très difficile de toujours parler du rôle qu'on a. C'est toujours plus facile quand on est extérieur. Moi, je pense que je peux plus facilement parler de son rôle à elle et inversement. Mais quand je suis arrivé, effectivement, c'est un rôle essentiel. Les médiateurs, comme on appelle, effectivement, sont pour moi une partie des traducteurs dont je parlais. C'est-à-dire que moi, par rapport aux gens qui s'occupent du domaine et qui sont les médiateurs effectivement de ce patrimoine naturel. Moi ça passe assez facilement, mais il y a beaucoup d'artistes effectivement, tout simplement s'il n'y a pas quelqu'un pour faire le tampon au début, c'est pareil, ça risque de se fâcher. Et là elles le font très très bien. Et ensuite je trouve que le fait de pouvoir vivre sur un territoire pendant 3-4 mois comme ça, justement, et de travailler en même temps sur le même territoire avec ces autres médiateurs, ça nous permet vraiment de rentrer en contact. Je dirais que quand parce que la plupart du temps, c'est super, on organise une rencontre, on la budgète, c'est la journée, et puis les gens, voilà, ils viennent et hop, ils n'ont pas le temps de partager, et à la fin on repart, et puis ça, voilà, ça a fonctionné plus ou moins bien, etc. Là, vraiment, le principe de résidence avec justement la CPIE et des artistes
et aussi grâce à cette médiation, je pense que c'est un peu ça la recette qui fait que ça fait que ça fonctionne, quoi. Bel exemple qui a réussi. Sophie Monge, nous allons parler d'éducation nationale. Quelle éducation l'école peut-elle apporter pour permettre aux jeunes de comprendre les enjeux de préservation de la biodiversité? Et puis, nous aimerions bien que vous nous parliez du programme La biodiversité dans mon lycée. C'est un exemple qui a l'air de bien marcher. Et une autre question, je vais vous la poser les deux en même temps, hein, comme ça, parce qu'il y a des choses qui vont se compléter. Est-ce que l'entrée culturelle et artistique est un facilitateur pour travailler sur la biodiversité avec les élèves? Est-ce qu'on m'entend? Ça fait trop? Oui, ça fonctionne. C'est juste avec toi que ça ne fonctionne pas. Oui, ça fait trop, mais je vais essayer d'aller vite parce que si j'ai bien compris, le temps presse. Merci bien. Mais je vous en prie. Je passe donc justement après vous deux. Donc oui, nous, voilà, à l'Action culturelle, on essaye vraiment de développer des projets qui entrent dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, qui a été mis en place notamment avec... qui s'est incarné avec la réforme du collège, là, à la rentrée de septembre 2016, avec 3 piliers essentiels: des temps de rencontre pour les élèves, des temps de pratique, donc des pratiques artistiques ou des pratiques scientifiques, et des temps d'acquisition de connaissances. Et c'est vraiment en allant à la rencontre de l'artiste, à la rencontre du scientifique, en sortant sur le terrain, en étant dans des actions de vécu, de concret, en parlant de la biodiversité ordinaire, de choses qui les touchent au quotidien, qu'on arrive effectivement à motiver les élèves et à les inclure dans des projets assez dynamiques. Alors, par contre, je rejoins le constat de mon géographe, Xavier, géographe à ma droite, voilà, qui disait que, et d'autres collègues qui spécifiaient le fait que les enjeux, préserver la biodiversité, j'ai l'impression qu'au collège, au lycée, il y a des enseignantes et des collègues dans la salle, c'est pas ça le problème. Les élèves ont conscience du fait qu'il faut faire quelque chose, ils y sont sensibles par les actions qu'ils peuvent mener le week-end, par les parents, par beaucoup de choses quand même. La question, à mon avis, qui reste plus ouverte et là où l'éducation doit agir, c'est sur le comment. Comment agir? Et une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'il y a un souci, qu'il y a une érosion de la biodiversité, et là, il me semble qu'il y a une approche intégrative à avoir. Et du coup, j'aimerais bien donner la parole à ma collègue Muriel Dagence, qui a en charge la mission éducation et développement durable, parce que sans cette entrée avec l'économie, les sciences économiques et sociales, avec la sociologie, avec la philosophie, avec toutes ces autres composantes qui font que la société est ce qu'elle est, et sans cette façon de voir interdisciplinaire, on a du mal à faire comprendre à nos élèves, voilà, comment s'y retrouver dans la société et comment agir concrètement. Elle est là. Un petit peu compliqué, effectivement, de répondre à ça très rapidement. En ce qui concerne l'éducation au développement durable, la conception française, d'abord il faut savoir que c'est une éducation qui existe depuis très longtemps, puisque notre première circulaire c'est 1977. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. On nous dit toujours l'école c'est nouveau, le développement durable c'est nouveau. Les termes ont changé effectivement, mais c'est quelque chose qui est assez ancien, qui est bien ancré. Et en plus, l'intérêt de la chose, c'est que la philosophie de départ n'a pas changé. On est toujours sur une formation citoyenne. Et comme l'explique effectivement Sophie et les autres participants à la table ronde, on est bien sur l'idée non seulement de permettre aux élèves d'avoir les connaissances scientifiques, d'avoir des savoirs avérés sur ce qui se passe, ou de pouvoir faire un diagnostic de la situation, mais ce qui est très important, c'est de les amener à l'action, c'est-à-dire d'arriver à induire des modifications de comportement, tout en restant aussi, et ça c'est très important en éducation au développement durable, dans une éducation au choix, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout sur une éducation prescriptive. Nous, on est là pour apporter aux élèves les outils intellectuels, les connaissances, les savoir-faire qui vont leur permettre de comprendre ce qui se passe, de mesurer les enjeux, mais de prendre des décisions. On n'est pas là pour leur imposer des décisions et une vision particulière. Cette décision-là, c'est une décision d'ordre politique. Donc effectivement, il faut la prendre individuellement et collectivement, en consensus avec les autres acteurs, et en tenant en compte effectivement le poids de l'économique, le poids du social, le poids du culturel, le poids historique aussi, en tenant en compte tous ces éléments-là dans cette prise de décision. Voilà le travail que nous menons, nous, au quotidien. Et ce n'est pas une discipline en particulier qui tient ce travail-là.
Hein, c'est une éducation et elle est partagée par tous les enseignants, par tous les éducateurs qui sont à l'intérieur des établissements scolaires. Et quand je parle d'éducateurs, je parle aussi de la personne qui s'occupe de l'entretien des espaces verts, du cuisinier, c'est-à-dire de personnes qui ont aussi une mission éducative dans la mesure où ils sont en relation avec nos élèves. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Oui, absolument. Merci Muriel. Et justement, du coup, avec Muriel, donc Art et Culture et EEDD, on a essayé de fédérer cette année un projet, et surtout grâce à l'ARBA, avec Lionel Defranou, qu'on a rencontré il y a à peine un an. On s'est dit, ce serait bien d'essayer concrètement de rendre les élèves acteurs et de leur proposer un projet où ils puissent faire un état des lieux de la biodiversité dans leur établissement scolaire, ou en tout cas dans un environnement proche. Et ensuite d'aborder toutes ces problématiques que vient d'évoquer Muriel et de se questionner sur qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau, est-ce que j'ai des moyens d'agir, en tout cas avec qui je pourrais le faire si je devais agir, et de finalement arriver à une certaine forme de préconisation. Donc on espère en fin d'année, on va tous les réunir au mois de mai, et pour leur demander voilà, un petit peu l'aboutissement de leur projet. Alors on est en pleine phase d'expérimentation, en entendant un petit peu là tout ce que j'ai entendu ce soir, ces liens très fructueux entre les arts et les sciences. Je pense qu'il faudrait que notre projet évolue, intègre pourquoi pas une dimension artistique. Alors après se pose toujours un petit peu aussi le problème financier, puisqu'évidemment il faut... Voilà, l'économie est là aussi dans l'éducation nationale. C'est pas évident d'arriver à trouver les financements, toujours les leviers. Mais cette année, donc, on a 2 partenaires forts qui sont l'ARBA, qui nous ont aidés à financer les venues d'élèves sur les sites naturels avec l'animation qui va avec. Et puis on a le LabEx Côte, donc un ensemble de laboratoires qui nous aident à faire intervenir des scientifiques dans les classes. Donc on a presque une classe sur 2, on en a 12 d'impliqués cette année qui ont rencontré des scientifiques et qui ont pu leur poser plein de questions, leur faire part de leur projet. Le scientifique interagit avec eux. Donc il y a cette composante scientifique, économique, historique pour certains. D'autres sont allés en Espagne, on travaille avec Zoumaya, on a le prof de lettres, de langue qui est dans la boucle. Donc on essaie vraiment d'avoir cette vision projet qui intègre un peu toutes ces disciplines. Et bon, il y a pour le moment assez peu d'établissements qui sont concernés par le projet. Peut-être, voilà, si dans la salle aussi, il y a des enseignants qui, peut-être, faut faire un appel. Alors après, je vous avoue que c'est une gestion qui est... Alors, vas-y Muriel. Excusez-moi, par rapport, il y a assez peu d'établissements. Je trouve que 12 lycées qui travaillent sur la biodiversité dans un projet qui est bien calibré, qui a un format bien particulier, c'est beaucoup. Et ça ne tient pas compte de tous les autres projets, parce que des projets biodiversité qui ne sont pas répertoriés là-dedans, moi je dirais quasiment toutes les écoles primaires de notre académie ont des projets en lien avec la biodiversité, ont des jardins pédagogiques, font des classes vertes, des sorties. On n'a pas un établissement scolaire dans notre académie, et je pense d'ailleurs aussi, qui n'a pas un projet qui est en lien avec ces préoccupations-là. Voilà, et de patrimoine naturel au sens plus large. Oui, oui, tout à fait. Et la gestion de 12 lycées dans le cadre de ce programme-là, parce qu'on emmène beaucoup d'autres, est déjà assez lourde et assez conséquente, mais on pourrait aller jusqu'à une vingtaine, et on va en discuter bientôt. D'accord. Je voulais juste ajouter, oui, on est en phase d'expérimentation, donc si vous avez des avis à nous donner, des idées, on est preneur. Et puis, je voulais aussi quand même parler du fait qu'on a intégré dans ce projet le programme de sciences participatives Viginature École, et que ça, pour l'entrée art et culture, c'est assez fort. Ça permet... En fait, les élèves apprécient de travailler avec ces outils. Alors déjà, souvent, on est sur des applications ludiques, assez modernes, etc. Au niveau informatique, c'est sympa. On est relié aux chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle qui renvoient des données, pas en direct, mais quelques mois plus tard, des données qui sont issues des remontées citoyennes, et là, des remontées donc, de données des élèves dans les classes. Et ça leur permet aussi de faire du lien avec le hors-temps scolaire. On s'aperçoit qu'il y a des élèves, en fait, qui vont faire du viginature, pas école, du viginature école à la maison, et qui continue à faire des recensements voilà, sur le champ, dans le temps personnel. Donc ça, c'est chouette, futur scientifique, et puis on se dit que là, on est dans notre mission et qu'on a gagné quelque chose. De transmission. D'accord.